Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Vous avez été plusieurs à me le demander tout au long de l'année et je suis très content de vous annoncer que cette vidéo marque le retour du Shiny Spring Challenge. Je commence par faire une brève présentation. Je m'appelle Floris, mais ici vous me connaissez sous le nom de Flowfly. Je viens toutes les semaines vous parler de mes lectures passées, en cours, prévues, à venir, que sais-je encore. Je parle donc ici presque exclusivement de littérature, mais tu peux également me retrouver sur Instagram ou sur Discord, où là je parle de tout et de n'importe quoi, de ma vie, de ce que j'aime, de ce que je regarde, de ce que je mange, de ce que j'écoute, enfin voilà, de tout. Le Shiny Spring Challenge, c'est un challenge que j'ai créé l'année dernière, mais que j'ai totalement recopié sur le schéma du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz et du Cold Winter Challenge de A Books and a Cups désormais. C'est un challenge de lecture saisonnier qui s'écoule donc sur 3 mois, du 1er mars au 31 mai. Janvier, février, mars, avril, mai. Un peu décalé des dates du réel printemps, mais comme le Cold Winter Challenge s'arrête le 28-29 février, j'ai voulu faire commencer le Shiny Spring Challenge le 1er mars. Qu'est-ce qu'un challenge de lecture? C'est tout simplement l'occasion de faire une pile à lire de lecture saisonnière, donc sur les 3 mois à venir, en essayant de cocher des petites cases, des petits challenges, des petits défis de lecture, des petites contraintes. Je vous propose donc 16 contraintes, 16 catégories dans lesquelles il faudra trouver des livres en adéquation avec un thème que je vous donne. J'ai fait un petit make-up qui brille, j'ai pas mis trop de paillettes parce qu'on est samedi, il est 10 h du matin et j'ai donc pas envie de me balader avec des paillettes sur la gueule toute la journée. Lors de l'édition précédente, j'avais créé un menu qui s'appelait l'éveil du printemps. C'était un peu le thème du Shiny Spring Challenge où on parlait de naissance de la sexualité, éveil des sens, tout cet aspect un peu apprentissage qui est lié souvent au printemps avec ce renouveau. Cette année, j'ai décidé que le menu principal serait différent, mais j'ai gardé quand même quelques catégories qui étaient déjà là l'année dernière et qui vous ont plu, et on va commencer par celle-ci. Comme je sais qu'il est parfois à l'oral compliqué d'avoir tous les noms, d'avoir le temps de tout noter, je vous ai préparé un fichier que je vous mets en barre d'infos. C'est un site sur lequel vous pouvez aller voir. Et j'ai donc répertorié dessus toutes les catégories, tous les menus. Dans ce fichier, je vous ai également mis quelques recommandations qui sont principalement des titres que j'ai moi-même lus, mais pour certains, ce sont des évidences qui pour moi ne peuvent que se retrouver dans cette catégorie. Le premier menu s'appelle donc Printemps changeant. Et donc cette saison de transition, c'est une saison dans laquelle plein de choses changent, plein de choses évoluent, sont en mutation, on fait bouger les lignes, on s'engage. C'est le moment où on ressort dehors, où on fait la fête, où on se révolte, où on n'est pas content, enfin voilà. C'est pour moi une saison parfaite, encore plus que le 31 décembre pour changer, prendre des résolutions. C'est ce nouveau souffle que nous donne le printemps. Je vais dire beaucoup de fois printemps. Et la première catégorie s'intitule tout simplement ménage de printemps, car il faut faire le ménage, il faut passer le balai devant sa porte pour sortir une relique de notre palle. Chacun met le terme relique où il veut dans son échelle de valeur, mais en tout cas, sortir un livre qu'on possède depuis très longtemps. La palle d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la pile à lire, une pile de livres que l'on a chez nous et que l'on n'a pas lu. Il y a forcément un titre qui dort là-dedans depuis quelques années, je vous invite à le prendre et à le lire. Et cette catégorie pourrait faire partie de mes catégories préférées, car dernièrement j'ai sorti justement des livres qui dormaient dans mes étagères depuis trop longtemps. Et j'ai fait des très bonnes lectures, et parfois j'ai fait des mauvaises lectures avec ces livres. Mais au-delà de l'aspect lecture de ce livre, il y a le petit côté satisfaisant de « enfin voilà, il ne me regardera plus, je n'aurai plus de sentiments un peu controversés envers cette œuvre qui dort dans mon étagère depuis trop longtemps, je l'ai lu, c'est fait, je peux m'en débarrasser, je peux le garder, je peux le donner, je peux l'offrir, ça fait du bien. » Donc sortir une relique de sa palle, c'est bon pour le moral. Sortir une relique de sa palle, c'est bon pour le moral. Et en plus, je parle en rime, tel le bourgeois gentilhomme. Je vous le dis, cette saison de transition, c'est une saison de révolte, une saison où on peut sortir, où on peut manifester. J'ai passé beaucoup de temps dans les manifestations, en tant qu'étudiant, en tant que maintenant personne syndiquée. J'adore aller manifester, j'adore aller dire que je ne suis pas content, même si ça sert pas à grand chose. C'est fait toujours du bien d'aller crier et de montrer son insatisfaction au gouvernement ou à la caste dirigeante. Donc dans cette catégorie, sous les pavés la plage, je vous invite à lire un livre engagé. Je pense que moi je vais me tourner vers un essai, j'en ai lu un dernièrement qui m'a beaucoup plu, donc j'ai envie de retourner lire cet auteur. C'est Paul Preciado, et depuis le temps que je vous en parle, il était temps que je lise, car je l'avais mis dans ma pile à lire de l'année dernière du Shiny Spring Challenge. Mais lire un essai, ça serait très chouette. Si vous n'êtes pas trop PC, vous pouvez tout à fait vous diriger vers de la littérature engagée, il y en a plein, il y a des maisons d'édition même qui en publient énormément, qui sont un peu, pas spécialisées là-dedans, mais dont ça fait partie de leur ligne éditoriale. Je peux vous citer par exemple en essai dans la collection Point Féministe le recueil PEDES, qui est un recueil qui parle de l'homosexualité, comment on la vit personnellement mais comment on la vit publiquement. Je peux également vous conseiller en roman Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, qui est disponible chez Pocket, qui parle d'emprise
masculine sur des jeunes filles. Manicaténiche de Naomi Fontaine chez Mémoire d'Encrier qui nous parle de la communauté Innu et comment elle est traitée à l'heure actuelle par le gouvernement canadien. L'homme qui meurt de James Baldwin encore, je ne l'ai pas lu celui-ci mais il est prévu au cabinet de lecture du mois de mars donc ça serait parfait, on peut le glisser là-dedans, ça parle des droits civiques car c'est James Baldwin, ça parle probablement d'homosexualité car c'est James Baldwin, c'est le livre parfait. Le printemps c'est peut-être aussi le moment où je vous dis on sort de chez soi et on a envie vraiment de tout quitter, de se barrer, de se casser, quitter le nid. Je vous invite à lire un roman d'apprentissage. Wikipédia nous décrit les romans d'apprentissage comme des romans qui ont pour thème le cheminement d'un héros, souvent jeune, qui atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé en faisant l'expérience des grands événements de l'existence, l'amour, la haine, la mort, l'altérité. Il va se forger progressivement sa conception de la vie. En gros, c'est un roman où on suit un personnage de son plus tendre âge ou alors de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et on voit comment il se réalise. La définition que je viens de vous lire est quand même très attachée au roman d'apprentissage tel qu'il était à ses débuts, au XXe siècle. Il a maintenant fortement évolué. On peut trouver par exemple dans L'Assassin Royal de Robin Hobb tous les codes du roman d'apprentissage avec ce jeune héros qu'on suit dès la naissance jusqu'à ce qu'il devienne l'assassin du roi. Je peux également vous citer Monsieur Vertigo de Paul Auster où on suit un enfant qui n'a vraiment pas eu de chance dans la vie, qui commence très mal sa vie sur le plan économique ou sur le plan familial et qui va apprendre à grandir et à traverser les États-Unis. Il va beaucoup voyager, il va quitter le nid. Également Persépolis de Marianne Satrapi, je ne vous fais pas le résumé mais voilà, ça serait peut-être l'occasion de lire la BD si vous n'avez fait que lire le film, voir le film. Ou alors Maurice de Forster, qui là est un roman d'apprentissage où on va suivre la naissance de l'homosexualité chez un jeune lycéen et qui va apprendre à vivre avec cette homosexualité. Évidemment, toutes ces recommandations sont purement personnelles, c'est uniquement pour vous donner une petite idée de ce vers quoi je tends avec la catégorie, ce qu'elle m'a inspiré quand je l'ai écrite. Et enfin, la dernière catégorie de ce printemps changeant, c'est Fais ce qu'il te plaît. Je vous invite à lire un livre qui parle de sexualité au pluriel. Je pense qu'il est très important de lire des auteurs gays, de lire des auteurs bi, de lire des auteurs trans, de lire des auteurs lesbiens. J'ai envie de mettre en valeur cette littérature provenant de personnalités queer et c'est pour ça que j'ai mis cette catégorie ici. Vous pouvez également la détourner et lire un livre par exemple de romance épicée si c'est votre genre, de lire un livre qui parle de l'éveil de la sexualité ou de la sexualité vraiment purement sexuelle avec un organe féminin et un organe masculin ou même toute autre combinaison d'organes différents qui se rencontreraient pour faire l'amour. Mes recommandations se dirigent donc vers des auteurs qui sont concernés. Je vous invite à lire Mungo de Douglas Stewart qui est homosexuel ou alors Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon qui elle est lesbienne, Les Vilaines de Camilla Sosa Villada qui est une autrice trans ou alors Confession d'un masque de Yukio Mishima si vous avez envie de vous diriger vers de la littérature japonaise traitant d'homosexualité. Nous en venons donc au deuxième menu de ce Shiny Spring Challenge, le printemps verdoyant qui m'a inspiré ce magnifique maquillage, en tout cas magnifique, c'est moi qui le dis, vous en pensez ce que vous voulez. Printemps verdoyant, le printemps c'est le vert, les feuilles qui reviennent sur les arbres et j'ai tellement hâte, j'habite au-dessus d'un jardin, et dans ce jardin il y a pas mal d'arbres, et donc l'hiver il est d'une tristesse car il n'y a que des branches nues qui moi me provoquent angoisse et solitude et dépression. Et j'ai hâte que cet arbre se reverdisse, que cet arbre se repeuple de ses feuilles et que les oiseaux reviennent chanter dedans. Donc le printemps c'est verdoyant, le printemps c'est le vert, le printemps c'est l'eau également parce qu'il pleut, et ça fait du bien de la pluie car il faut arroser nos terres. La première catégorie, elle ne me concerne pas, Dieu merci, allergie au pollen. Et oui, je sais que le printemps, c'est pas la saison préférée de tout le monde parce qu'il y en a qui passent leur printemps à se moucher et à éternuer. Comme je vous le dis, ce n'est pas le cas pour moi, mais je vous invite donc à sortir de votre zone de confort, de prendre un livre qui ne vous intéresse pas forcément, de lire un genre qui ne vous plaît pas. Par exemple, je pourrais lire de la romance, je pourrais lire de la science-fiction, car je suis vraiment pas très fan de la science-fiction. Lire un livre vers lequel on ne se serait pas tourné, ou peut-être un livre que des amis autour de nous ont dit avoir cordialement détesté. Infligeons-nous cela pour être solidaires avec nos amis qui n'aiment pas le printemps et qui souffrent du pollen. Il y a également au printemps des bébêtes et des insectes. Alors tout le monde n'aime pas les bébêtes et les insectes, même une grande majorité de personnes je pense ne les aiment pas, mais la catégorie s'intitule le sortir de sa chrysalide, casser le cocon, s'éveiller, grandir, changer, muter. Je vous invite à lire un livre sur les transfuges de classe, sur la mutation, sur la transformation, sur la migration, tout ce qui nous invite à évoluer, à changer. Ça aurait pu être dans le menu d'avant, c'est vrai que là, mon discours est bof, mais bon, c'est des bêtes, c'est des insectes, c'est la nature, c'est le vert. Les transfuges de classe, c'est un genre de la littérature qui moi me plaît beaucoup, non pas que je sois forcément concerné au sens propre du terme, enfin, je pense pas être un transfuge, mais il y en a dans ma famille.
Et voilà, donc c'est une littérature qui m'intéresse forcément. Mais par contre, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc vous pouvez tricher un peu si vous êtes plutôt dans le genre science-fiction, fantasy, fantastique. Il y a forcément des bêtes qui se transforment. Je sais pas, je connais pas assez le genre, mais voilà, un loup-garou, bah voilà, c'est une mutation, c'est une transformation. Ça peut être aussi quelque chose de complètement tarabiscoté, hein. C'est pour ça que j'ai aussi ajouté migration. On peut parler de peuples migratoires, de peuples ayant migré, des migrations. Mes recommandations, moi, sont beaucoup plus tournées vers les transfuges de classe. Je vous propose de lire « Et tes parents, ils font quoi ?» de Adrien Nazelli, qui est une petite étude documentaire sur les métiers des parents et les métiers de leurs enfants. Retour à Reims de Didier Héribon, qui est un peu un emblème de cette littérature des transfuges de classe avec Annie Arnaud et Édouard Louis. Nature humaine de Serge Joncourt aussi, avec une famille dont certains membres sont restés vivre à la campagne et d'autres sont partis vivre en ville. La maison du bout du monde de Michael Cunningham, que je n'ai pas encore lu, mais voilà, je vous le glisse par ici parce que de ce que j'ai lu du résumé, je pense qu'il peut tout à fait rentrer dans cette catégorie. La troisième catégorie de ce printemps verdoyant s'intitule Perséphone, Flora et Brigitte. Perséphone, Flora et Brigitte, je vous l'ai déjà dit l'année dernière car cette catégorie existait déjà, ce sont les trois divinités qui représentent la nature dans les différentes mythologies que compose principalement l'Occident. Comme ce sont des divinités, qu'on est plutôt de l'ordre du spirituel, mais aussi de la magie, je vous invite à lire un livre de science-fiction, fantasy ou fantastique, ou alors si ce n'est vraiment pas du tout votre cam, un livre qui traite de l'écologie, des conditions climatiques, de voilà, notre monde qui est en train de brûler, de nos dirigeants qui ne font pas grand-chose pour l'arrêter. Ces sujets tout à fait réjouissants qu'il nous appartient de prendre, d'intégrer et de se battre contre, en tout cas de se révolter pour, de s'engager pour l'écologie. C'est plus joli de s'engager pour quelque chose que de combattre quelque chose. En termes de littérature science-fiction fantasy, dernièrement j'ai lu Les Portes Perdues que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est là de la fantasy. J'ai lu également Membrane, qui là est plutôt de la science-fiction taïwanaise queer, qui plus est vraiment, c'est ça y est, science-fiction, Taïwan, queer, on accumule les couches sur ce roman et ça en fait quelque chose de parfait et que j'ai beaucoup aimé. Ou alors, si vous voulez lire quelque chose qui parle de pollution et de climat, je peux vous conseiller Pollution de Tom Conan, qui a été publié chez Albin Michel il y a 1 an ou 2, qui était sympa. C'était pas une excellente lecture, mais ça parle de pollution. C'est un roman tout à fait de littérature générale française. Il avait publié il y a quelques années Radical, qui parlait d'une rencontre entre un jeune d'extrême droite avec un jeune d'extrême gauche. Je ne l'avais pas lu, mais il avait eu son petit succès à l'époque. Donc voilà, Pollution, c'est son 2e roman. Et je sais plus si j'ai dit, mais pourquoi associer l'écologie avec la SFFF? C'est parce que ces 3 divinités, ces 3 femmes puissantes et magiques, sont les 3 femmes qui protègent la nature, qui sont les déesses de la nature, donc ça fait sens. Et enfin, la dernière catégorie s'intitule Aller au marché, car quand le printemps arrive, il est enfin temps de se débarrasser des choux, des topinambours, de tous ces légumes qu'on n'a plus envie de bouffer, qu'on en a marre, qui sont que là sur les étals du marché, il n'y a plus que ça, des choux, des choux, des choux, et que dès que le printemps arrive, on peut pouvoir retrouver des asperges, des concombres, des radis, des salades, enfin tous ces trucs qui sont un peu plus plaisants en bouche, qui sont un peu moins consistants sur le ventre, de la fraîcheur dans notre bouche, de la fraîcheur dans nos assiettes. Donc allez au marché. Vous pouvez lire un livre qui parle de nourriture, un livre qui a pour, pas forcément sujet principal la nourriture, mais où il y a un restaurant, ou alors le titre évoque quelque chose en lien avec la bouffe, un fruit, un légume, que sais-je encore. Ou alors peut-être que vous êtes du genre à encore acheter des livres de recettes, alors peut-être faire une recette d'un de vos livres de recettes. Personnellement, j'en ai très peu, j'en ai 1 ou 2 parce que j'ai quelques robots de cuisine, donc j'ai des livres qui sont associés à ces robots, mais je marche beaucoup avec Internet et les applications en termes de cuisine. Donc voilà, mais je sais que par exemple ma sœur est une fana des livres de recettes. Je pense pas que ma sœur va participer au Shiny Spring Challenge, mais c'est peut-être le cas pour vous, il y a des très très beaux livres qui sortent. J'avais vu par exemple dernièrement, et on en a beaucoup parlé avec des copains, du livre de recettes du youtubeur Super Lumos qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Après il y a tous les livres de recettes genre Gastronogeek, les livres de recettes sur Disney, etc. Et sinon, pour un livre qui parle de bouffe, je peux vous conseiller Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, Cadaverixki de Augustina Basterica, ou encore Une soupe à la grenade de Marsha Meran aux éditions Piquet. Le 3e menu s'intitule Printemps au musée. Et pour celui-ci, j'avais envie d'associer chaque catégorie avec un tableau qui parle directement du printemps, ou qui évoque le printemps, ou qui a le mot printemps dans son titre. Donc je vous afficherai juste... Où ça? Ici. Je vous afficherai ici en même temps que je parle les tableaux. Le premier tableau, ce sont les premiers jours du printemps de Salvador Dali. Cette peinture date de 1922 et elle est un peu... Enfin voilà.
Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas la peinture la plus claire de Dali, mais en même temps Dali n'est pas connu pour être très clair. Et cette peinture, du coup, je vous invite à lire un livre un peu absurde, surréaliste, comique. Dali était un peintre surréaliste. Alors l'écriture surréaliste, je sais que ça plaît pas à tout le monde. C'est par exemple la poésie d'André Breton, le théâtre de Ionesco. Moi j'adore le théâtre de Ionesco. Faudrait que je regarde d'ailleurs s'il me reste des pièces à lire de cet auteur. Donc je lirai peut-être une pièce de Ionesco. Et donc on peut tout à fait sortir du surréalisme et lire quelque chose de plutôt absurde, comique. Enfin voilà, il y a des livres où on se rend compte que dès les couvertures ou le résumé, ça va être un peu barré. Je pense par exemple à Fab Caro. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Fab Caro avec le discours ou Broadway que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé. Des livres qui vous font rire, des livres drôles, des livres comique, absurde. La deuxième peinture, c'est le cadre de Frida Kahlo. Frida Kahlo, ça peut être l'été ou le printemps, mais voilà. J'adore cette artiste, j'adore son œuvre, j'adore la femme qu'elle était et ce qu'elle a fait de sa vie. Le cadre, ça fait partie de ces 18 premières peintures qui ont été exposées en France, sous l'impulsion de André Breton, encore lui d'ailleurs, qui a organisé une exposition sur le Mexique et il avait donc invité Frida Kahlo. Cette peinture, c'est un autoportrait de Frida Kahlo qui a été inséré dans un cadre qu'elle a acheté au Mexique, dans un petit village qui représente vraiment des motifs traditionnels du folklore mexicain. Et avec Frida Kahlo, j'ai envie de lire du réalisme magique. J'associe l'Amérique latine au réalisme magique, mais à juste titre, parce que beaucoup de romans du réalisme magique viennent de cette Amérique latine. Mais Frida Kahlo, voilà, c'est ces peintures où il y a toujours un animal, un singe quelque part, une panthère, elle est dans une nature un peu luxuriante où on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou pas. Il y a une touche de fantastique qui est presque assumée et tout à fait normale dans la peinture de Frida Kahlo, donc je l'ai associé au réalisme magique et je vous invite donc à lire un roman de réalisme magique. Vous pouvez lire Isabelle Allende, Carole Martinez pour la France, Murakami pour le Japon, Kundera, enfin voilà. Ensuite j'ai choisi Jardin de campagne de Klimt. Alors Klimt, c'est pas forcément un auteur que j'apprécie. Le baiser, c'est pas du tout une de mes peintures préférées, même si elle est très belle, toute d'or, etc. Mais voilà. Avant d'être dans son cycle d'or, justement, avec le baiser et d'autres peintures, Gustav Klimt a eu une période beaucoup plus impressionniste, avec ce jardin de campagne, justement, qui est tout en couleur, tout en mouvement, où on voit vraiment le mouvement dans la peinture et ce jaillissement de couleurs, qui est donc différent de son cycle d'or. Et l'impressionnisme, qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, ça m'évoque la poésie, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, mon cerveau a fait des associations, c'est totalement des associations personnelles, mais je vous les impose. Un recueil de poésie, alors vous n'êtes pas forcément des grands lecteurs de poésie, donc vous avez tout à fait le droit de skipper cette partie, mais sachez que maintenant de la poésie, de nos jours, on en trouve vraiment à toutes les sauces, que ce soit en prose, en vers, de la poésie hyper accessible. Là je pense à tous les recueils de l'Iconopop, c'est vraiment de la poésie pour tout le monde, ou presque, hein. Il y a pas grand chose dans cette collection qui peut faire grincer des dents. Il y a même Akhenaton par exemple qui a publié certains de ses textes de rap dans la collection de l'Iconopop. Moi je vous recommande plutôt Paroles de Prévert, car c'est un classique et que Paroles pareil, c'est assez épais, il y a quand même pas mal de textes et du coup on peut sauter les textes qui nous plaisent pas et se diriger vers les textes les plus comiques ou les plus délicieux à la bouche et à l'oreille de Jacques Prévert. Manuel pour changer de corps de Noah Truong chez Cambourakis, qui là est un auteur trans que j'ai adoré dernièrement, il faut vraiment que je vous en parle. Et ma dernière découverte en termes de poésie, c'est Sylvia Plath avec le recueil Ariel que j'ai beaucoup aimé, qui est un recueil écrit sur les dernières journées de vie de l'autrice qui s'est suicidée 4 jours après avoir écrit le dernier poème de ce recueil. Et enfin la dernière œuvre d'art choisie, c'est Untitled 582, l'œuvre sans titre 582 de Cindy Sherman. C'est pas de la peinture, c'est une photographie, mais Cindy Sherman, c'est une artiste que j'adore, que j'ai étudié dès le lycée et qui m'a tout de suite beaucoup plu. Cindy Sherman, en fait, elle est photographe et elle est son seul modèle, elle ne réalise que des autoportraits et dans ces autoportraits qu'elle travaille beaucoup, elle s'évertue à changer son corps. En fait, elle se prend en photo, mais elle ne se prend pas elle en photo, elle prend une galerie de personnages qu'elle a elle-même créée, elle invente des histoires avec juste une photo, elle nous raconte une histoire par un vêtement, par un maquillage, par une mise en scène, enfin elle est hyper forte pour truquer la réalité, tronquer sa propre réalité et mettre son corps en scène, se mettre soi-même en scène. C'est une femme qui est un peu mystérieuse, on ne sait pas vraiment grand chose d'elle, elle joue beaucoup sur ça, sur son corps et sur l'image qu'elle renvoie. Et ça m'a tout de suite Cindy Sherman comme Orlan, qui est aussi une artiste que j'aime beaucoup, Orlan, qui elle a poussé le vice carrément jusqu'à se mettre des implants sur le visage pour transformer son corps. Ces deux femmes, Cindy Sherman et Orlan, m'ont rappelé la vidéo de Margarito que je vous mets juste ici, que si vous voulez aller la voir, dans lequel Margarito parle d'un genre de littérature qu'elle aime beaucoup, c'est le Weird Woman Writing Weird Books.
Donc les femmes bizarres qui écrivent des livres bizarres. Tout simplement c'est... Alors je sais pas si c'est un genre qui est tout à fait officiel, mais maintenant ça en est devenu un. Parce que j'ai cherché Weird Woman Writing, Weird Books, enfin voilà, www sur Google. Et sur Babelio, il y a carrément des gens qui ont fait des listes avec ce genre de littérature. Je l'expliquerai toujours moins bien que Margarito, donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais en gros c'est un genre de littérature qui est plus ou moins inspiré de la littérature gothique avec Daphné du Maurier, où on parle de livres un peu malaisants, de livres bizarres, où souvent c'est une femme. Donc là, Margot, elle se concentre sur les femmes qui en écrivent, mais des femmes qui mettent en scène un personnage féminin très fort et qui est dans un contexte un peu obscur. Et ce sont des femmes donc, qui parlent beaucoup du rapport au corps et toujours avec un soupçon presque pas d'horreur, mais de malsain, de bizarre. J'avais fait quoi comme recommandation? J'avais fait Mariana Enriquez qui en est un exemple parfait. Rebecca de Daphné du Maurier avec cette jeune femme qui arrive dans un manoir où il y a une ambiance très forte à cause de la mort de Rebecca justement. Combini, la fille de la supérette de Sayaka Murata, je l'ai lu et ça m'a un peu fait penser à ça, où on est avec cette jeunesse pas tant que ça, 30-40 ans, ces femmes et hommes de 30-40 ans au Japon, qui ont toujours vécu seuls, qui ont un peu du mal à s'adapter socialement, et il y a quand même une ambiance, c'est hyper court la fille de la supérette, mais il y a une ambiance un peu glauque tout au long du roman, et je me suis inscrite dans La Vallée des Fleurs de Niviaq Corneliussen, car pareil, j'ai quelque chose qui s'en vient avec ce livre, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Et enfin, le dernier menu, c'est Printemps autour du monde. Accrochez vos ceintures, on décolle. L'année dernière, j'avais beaucoup parlé des petites traditions du printemps en France, ou en tout cas en Europe occidentale, ce que nous faisons pour célébrer le printemps. Là, j'ai pris le pli de faire quelques recherches et de voir comment le printemps est célébré à travers la planète entière. Et la première catégorie est donc Holi, la fête des couleurs en Inde, qui est une grande fête indienne dans laquelle les gens se retrouvent dans la rue pour s'asperger de poudre colorée. C'est vraiment un festival de couleurs. Je vous invite pour le coup vraiment à aller voir le lien que je vous mets en barre d'infos, le fichier que je vous mets en barre d'infos, car j'ai résumé chaque petite fête si vous voulez en apprendre un peu plus. Et oui, parfois je fais du contenu qui est educational. Et pour cette catégorie, donc Holi, je vous invite tout simplement à lire un roman avec une couleur dans le titre, le rouge et le noir par exemple, ou un roman sur la couverture, il y a une couleur prédominante. Ça, voilà, je connais pas toutes les couvertures de la Terre et toutes les éditions de la Terre, mais voilà, si vous voyez qu'il y a une couleur qui prédomine ou une explosion de couleurs, enfin quelque chose en rapport avec la couleur, les couleurs colorées, on aime la couleur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous ai recommandé? Je vous ai recommandé les romans de Michel Pastoureau, qui sont des petits traités d'histoire sur une couleur, comment était perçu le bleu à travers les âges, le noir, le blanc, je crois qu'il y a bleu, noir, blanc, rouge, jaune, et il y a même un ouvrage qui s'appelle Le Petit Livre des Couleurs, qui regroupe les plus grosses informations de chaque livre. Les oranges ne sont pas les seuls fruits, qui est un texte autobiographique de Janet Winterson, avec le mot orange dedans. Et sinon, pour s'éloigner de cette contrainte de la couleur, j'ai fait le choix aussi de vous proposer de lire un livre d'un auteur du pays mentionné. Là, c'est l'Inde. Holi, c'est la fête des couleurs en Inde. Vous pouvez donc tout à fait lire un auteur indien, et c'est même vivement recommandé de lire des auteurs d'autres pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Donc en Inde, je peux vous citer Salman Rushdie, mais je suis très preneur si vous avez des recos, car ce sont des livres qui ne sont pas forcément toujours traduits en France, donc si c'est en anglais, je veux bien lire, et si c'est traduit, c'est encore meilleur. Ensuite, j'ai choisi de vous parler de Nowruz, qui est le nouvel an célébré en Iran, comme notre nouvel an à nous, hein, c'est vraiment le début du calendrier persan, et c'est une fête où on se détache du passé pour entrer neuf dans la nouvelle année. Et cette nouveauté, cette entrée toute neuve dans la nouvelle année se traduit par l'achat d'une nouvelle tenue. Beaucoup d'Iraniens décident d'aller acheter une nouvelle tenue pour fêter le nouvel an. Après, on le fait aussi en France, mais c'est beaucoup plus symbolique en Iran, ce fait d'aller acheter une nouvelle tenue, une tenue toute neuve pour rentrer frais et dispo dans cette nouvelle année. Je vous invite donc à lire un auteur iranien. Je peux vous conseiller Negar Javadi par exemple, que j'ai totalement adoré l'année dernière, ou sinon de lire un roman sorti l'année dernière, en 2023-2024, un roman qui est relativement neuf. Et puis là, je vous en cite pas parce qu'il y en a pléthore, mais vous saurez forcément trouver, et vous pouvez même pousser le vice de, en plus de lire un roman neuf, d'aller acheter un roman. Comme ces Iraniens qui vont s'acheter une nouvelle tenue, faisons-nous plaisir, allons acheter un nouveau livre. La prochaine catégorie, c'est Équinoxe à Teotihuacan. Teotihuacan, c'est un lieu maya au Mexique.
avec des grandes pyramides et principalement la pyramide du soleil. Qu'est-ce qui se passe à Teotihuacan au printemps? Des gens se rassemblent habillés de blanc, tout de la tête aux pieds, pour aller passer la nuit sur ce site maya, c'est une tradition maya, et regarder le coucher et le lever du soleil de cette équinoxe printanière. Je me suis pas cassé la tête. Soit vous lisez un auteur mexicain, soit vous lisez un roman de littérature générale, un roman blanc qui n'a pas de couverture. Vous voyez par exemple Grasset, Gallimard. Alors chez Grasset c'est plutôt jaune, mais voilà, un roman sans image, sans couverture, ou si vous ne trouvez pas, un roman de littérature générale. Si vous avez que des poches par exemple, il y a forcément une couverture sur les poches. Donc voilà, c'est plutôt simple, mais je vous invite donc plutôt à peut-être aller lire un auteur mexicain. Et comme recommandation de livres écrits par des Mexicains, je peux vous conseiller Anatole Berg de Eduardo San Garcia, ou alors Cher Diego, qui est là t'embrasse de Elena Poniatowska. Et enfin, la toute dernière catégorie se passe en Thaïlande, et c'est Songkran, la fête de l'eau. C'est une fête dans laquelle on s'arrose. Alors, dans les foyers, c'est très solennel, il y a presque une petite cérémonie de l'eau où les plus jeunes arrosent leurs aînés sur les épaules voilà, ça fait partie de leur culture thaïlandaise et de la religion bouddhique. Mais dans les rues, ça se traduit par des grosses batailles d'eau avec des pistolets à eau, des grandes fontaines où tout le monde vit et joue dans l'eau. Donc, soit vous lisez un auteur thaïlandais ou de l'Asie du Sud-Est, parce que j'ai fait mes recherches et des auteurs thaïlandais en France, il y en a très peu, c'est compliqué, donc si vous lisez uniquement en français, je pense que ça va être compliqué. J'ai donc élargi à l'Asie du Sud-Est, comme ça il y a beaucoup plus de choix dans les pays. Ou sinon, lire un livre qui se passe au bord d'un fleuve, un livre qui se passe au bord de la mer, un livre dans lequel l'eau a une prédominance. Il y avait une catégorie un peu similaire l'année dernière parce que voilà, l'eau, ça fait partie intégrante du printemps, et lire un livre au bord de l'eau, il y a par exemple Vers le phare de Virginia Woolf, Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, Manèche de Stéphane Plateau, Le garçon près de la rivière de Gore Vidal, enfin voilà, des romans qui se passent en bord de l'eau, que ce soit un fleuve, un lac, un océan. D'ailleurs, dans les lacs, il y a Mungo de Douglas Stewart que j'ai beaucoup aimé, qui pourrait rentrer dans cette catégorie. C'est donc tout pour ce menu de Shiny Spring Challenge. J'espère que ça vous a plu, que le fait que j'intègre quelques recommandations vous permet de mieux visualiser ce que j'attends de certaines catégories. Je dis j'attends, mais je suis pas du tout la police, je suis pas du tout un professeur. Vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous propose ça. Je vais me faire une petite palle. J'ai très hâte parce qu'en fait, je l'ai pas fait. Donc c'est pour ça, je sais même pas si dans ma pile à lire, j'ai des livres qui peuvent correspondre aux catégories que j'ai voulu. Je vais bien voir, tant pis. Il suffit juste peut-être parfois de tricher un peu, d'ouvrir au forceps les catégories pour pouvoir faire rentrer dedans le livre que l'on a envie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu du plus profond de mon cœur. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager pour la faire voyager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être